Nous recevons pour cette dernière intervention de cette première journée Magali Fougère-Rico, magistrate chargée de mission auprès de l'Observatoire national de la protection de l'enfance, pour une intervention intitulée « Évolution du droit et autorité parentale ». Alors, entre autres questions, il s'agit de savoir si l'évolution du droit précède ou suit le fait social. Vous allez nous dire. Bonjour à tous. Bonjour à tous et merci de votre accueil. Alors, les organisateurs de ces assises ont eu la gentillesse de me demander d'intervenir effectivement avec une de ces sous-questions, qui est une question quand même philosophique qui occupe un bon semestre à la fac de droit, hein, donc on va peut-être pas en venir à bout cet après-midi. Et plus largement d'intervenir effectivement sous l'évolution de la famille, de poursuivre sous l'angle du droit en fait la réflexion que vous avez engagée sur ces 3 jours sur la manière dont s'exerce aujourd'hui la parentalité, les rapports entre parents et enfants. C'est une vaste tâche. Pour au moins 2 raisons. D'abord, la première raison, c'est qu'en droit, la famille n'est pas définie par le Code civil, n'est pas définie. Ce qui s'appréhende en droit, ce sont les structures de la famille. Donc, vous ne trouverez pas de définition de la famille, mais en filigrane, vous allez pouvoir la deviner quels sont les types de liens que le droit privilégie. Le type de liens familiaux que le législateur, à une époque donnée, dans un lieu donné, a jugé bon de reconnaître, d'encadrer et de protéger. C'est-à-dire qu'en 1804, le mariage et la filiation légitime étaient les seuls modèles familiaux reconnus par le droit. Ce n'étaient pas les seuls existants, c'était les seuls reconnus et protégés par le droit. En 2024, le mariage, le concubinage, le PACS, la filiation, qu'elle soit légitime, naturelle ou adoptive, ainsi que la filiation par procréation médicalement assistée. Et dans une certaine mesure, on y reviendra, la gestation pour autrui, qui est interdite en droit français, mais on verra que le droit français comporte aussi quelques ambiguïtés sur ce sujet. Donc vous voyez que les modèles reconnus par le droit de la famille sont désormais multiples. Donc nous reviendrons sur ce qui fait famille aux yeux du droit aujourd'hui, avant de revenir bien sûr sur ce que dit la loi dans le domaine particulier des rapports entre les enfants et leurs parents. Et ce grand domaine, c'est ce qu'on appelle souvent les règles sur l'autorité parentale. La seconde raison pour laquelle ce sujet est vaste, c'est la complexité des mouvements qui traversent le droit de la famille. Pourquoi ? Parce que si on y regarde bien, la famille a toujours été, et on l'a entendu tout au long de cette journée, au cœur des préoccupations politiques, mais aussi religieuses et philosophiques. En fait, c'est parce que, comme le résumait Balzac, qui avait des attaches près d'ici, et puis qui avait aussi une formation de juriste à la base, avant d'être un grand romancier, la famille est considérée comme la base de la société, et il ajoutait que c'est le lieu où on apprend l'obéissance également. Alors, il dit bien l'obéissance, pas la frustration, pas où on éduque, voilà, il dit l'obéissance. C'est une référence, je pense, qui ne serait pas récusée aujourd'hui par certains dans un débat, dans un discours politique et sociétal qu'on a entendu récemment, notamment au sujet d'émeutes, qui commençaient quand même par un sentiment d'injustice d'une partie de la population adolescente face à une certaine discrimination, voire au fait de pouvoir être atteint dans son intégrité physique par les forces de police. Et ces émeutes, qui étaient fondées au départ sur ce sentiment d'injustice, ont débouché, politiquement parlant, sur finalement la remise en question et la discrimination, de nouveau, des parents de cette catégorie de population, d'une certaine catégorie de population. Donc on voit que la notion de famille comme étant légitime parce qu'elle est ce qui apprend à l'enfant l'obéissance, non seulement au sein de la famille, mais aussi au sein de la société, dans une sorte de décalque du modèle familial et du modèle sociétal, c'est une idée qui traverse toutes les époques. Et c'est vrai qu'on entendait qu'on était dans une période qui faisait penser aux années 30. Moi, parfois, on est dans une période qui me fait penser au 19e siècle aussi, en ce qui concerne les discriminations sociales et les questions de domination entre classes sociales.
L'enjeu est tel qu'on comprend l'importance donc qui a été donnée du coup la notion de famille par le politique et donc par le droit qui a entendu saisir un modèle familial au tout départ. Et Jean Carbonnier, qui était un grand juriste du XXe siècle, écrivait que le droit de la famille est trop pénétré de mœurs et de morale, de religion et de révolution pour ne pas se sentir très différent des autres. Il exprimait par là les grandes particularités du droit de la famille, et puis il allait jusqu'à poser cette question provocatrice, est-ce que même le droit de la famille est encore du droit, compte tenu de l'ensemble des mouvements qui le traversent ? Sans entrer dans une histoire exhaustive et fastidieuse du droit de la famille, juste on peut relever quelques grandes oppositions qui marquent l'histoire du droit de la famille, avec des mouvements de balancier, et que l'on retrouve encore dans le débat sur le droit de la famille. Le premier point de tension, c'est de choisir entre un droit de la famille, d'avoir un droit de la famille qui privilégie plutôt l'intérêt du groupe famille sur le droit et les intérêts des individus qui composent ce groupe. Ça pouvait se traduire dans l'ancien droit par l'obligation d'avoir le consentement paternel pour se marier, y compris jusqu'à un âge avancé, dans la majorité bien sûr, et ce pour des raisons patrimoniales. On pourrait aussi citer la possibilité, avant la Révolution, d'exhéréder, c'est-à-dire de priver d'héritage ses enfants, non pas pour des raisons affectives, mais parce que ces enfants étaient jugés incapables de préserver le patrimoine familial, le nom de la famille, l'honneur de la famille. C'est-à-dire que l'honneur du groupe famille primait plus que l'intérêt des individus qui composent la famille. On peut aussi penser, dans une certaine mesure, à la question de l'inceste qui traverse, comme on le sait, toutes les époques et qui a reconnu en droit une reconnaissance officielle. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas puni avant, mais que la reconnaissance et le fait de le nommer officiellement est encore très très récent dans le droit. Est-ce qu'il ne s'agissait pas aussi plutôt de sacrifier un des membres de la famille plutôt que de reconnaître une atteinte fondamentale et quelque chose qui peut faire s'écrouler la famille ? Seconde grande opposition qui balaie finalement la législation sur le droit de la famille, entre privilégier l'ordre social et privilégier les libertés individuelles. Ainsi, l'exemple qui vient immédiatement en tête, ce sont les lois sur le divorce qui ont été instaurées à la Révolution, abrogées au XIXe siècle, au début du XIXe siècle, dans un contexte de retour à un certain ordre moral, social et patriarcal qui a marqué cette époque. Et le droit de divorcer n'a été réintroduit qu'en 1884. Donc il s'agissait bien de privilégier plutôt une certaine idée d'un ordre social, voire économique et moral, sur les libertés individuelles. Alors on ne peut pas nier qu'on est dans un moment où les intérêts individuels l'emportent non seulement sur les intérêts du groupe famille, mais parfois, mais aussi sur la notion d'ordre social. Pour autant, est-ce que l'évolution des modèles familiaux reconnus par le droit se fait nécessairement au détriment de l'intérêt des enfants ou de la notion de parentalité ? C'est quelque chose qu'on peut remettre en question et sur lequel je reviendrai. Force est de constater, en tout cas, que notre droit est de moins en moins sous-tendu par une conception de la famille qui doit correspondre aux lois de la nature, comme le disait l'ancien droit. Dans l'ancien droit, c'est par exemple cette loi naturelle qui justifiait le pouvoir juridique du mari sur son épouse, le pouvoir du père sur ses enfants, la fameuse puissance paternelle. Par exemple, Grotius, au XVIe siècle, pouvait écrire que par le seul fait de la génération, les parents acquièrent sur leurs enfants un droit qui est un véritable droit de propriété. Ça avait quand même comme conséquence d'objectiver les enfants, de les rendre objets, puisque ça avait par exemple comme conséquence la possibilité de le vendre dans sa conception du droit des parents sur les enfants. Il a fallu du temps pour que l'enfant ne soit plus considéré comme propriété de son père, en se fondant sur les lois de la nature. On peut avoir aussi du mal à considérer les choses autrement que finalement cette loi de la nature, est-ce que ce n'était pas la loi du plus fort ? La question qui se pose, c'est dans le droit, on n'en est plus là, on n'a plus la puissance paternelle, ça ne viendrait plus à personne l'idée de dire que l'enfant est la propriété de son parent. On a la notion de droit de l'enfant sujet de droit, etc. Mais est-ce qu'on a tiré toutes les conséquences de ce changement ? Parce que c'est quelque chose qui était très enraciné dans notre coutume et dans notre tradition.
Et c'est ce qu'on verra dans la deuxième partie. Alors, on peut faire une première partie en voyant un petit peu, vous savez, les juristes, ils aiment bien faire des parties. Qu'est-ce que finalement le droit reconnaît comme famille en 2024 et puis quelles conséquences pour les enfants et pour la notion de parentalité? Alors, je le disais, la famille n'est pas définie dans le Code civil. Le droit s'est attaché à décrire ce qui structure la famille. Donc là, par exemple, le mariage, la filiation, les rapports personnels qui en découlent entre les uns et les autres. Donc je le disais, on est passé d'une situation où la seule structure familiale reconnue et protégée était le mariage entre personnes hétérosexuelles, d'abord avec pour objectif premier de transmettre un patrimoine à des enfants légitimes. Aujourd'hui, notre conception de la famille dans la société, c'est plutôt une famille qui s'organise autour de la personne de l'enfant. Il n'y a pas de parentalité, il n'y a pas de famille sans enfant en général. C'est pas comme ça qu'on l'entend. Donc, ça suppose effectivement une évolution de nos modèles familiaux dans le droit. En 1804, donc on sait d'où on venait. En 1804, le droit était plein d'implicites, tellement les choses étaient évidentes. Le modèle familial hétérosexuel était tellement évident pour les rédacteurs du Code civil qu'ils peuvent se permettre de l'implicite. Il n'y a pas besoin de préciser dans le texte qui prévoit le mariage qu'il doit être célébré entre un homme et une femme. C'est simplement pas écrit. C'est tellement évident que le législateur de 1804, il dit pas qu'il faut être un homme et une femme pour se marier. Cet implicite, qui a été appuyé par l'interprétation d'autres dispositions à l'appui de la démonstration, va durer pendant 2 siècles. Le mariage, c'est forcément, il n'y a pas à discuter, c'est forcément entre un homme et une femme. Jusqu'à ce qu'un certain maire de Bègle se glisse dans cet interstice, ce non-dit du droit, pour célébrer un mariage entre 2 personnes du même sexe et provoque ainsi un débat qui aboutira, comme vous le savez, en 2013, à un changement de la loi, puisqu'il est désormais expressément indiqué que le mariage est accessible entre personnes de même sexe ou de sexe différent. Cet exemple, sans entrer plus dans les détails, pour faire toucher du doigt effectivement comment fonctionne le droit et pour illustrer la question de comment le droit s'adapte à la société. La reconnaissance progressive d'une situation de fait, qui est le concubinage, est un autre exemple. On peut rappeler qu'à l'origine du Code civil, le concubinage n'était pas reconnu par le droit, alors qu'il existait, qu'il était assez répandu dans les classes populaires. Et Napoléon assumait complètement, et il y a une phrase célèbre de Napoléon qui est attribuée à Napoléon, qui dit que les concubins se passent de la loi donc se désintéresse d'eux. Pour reprendre l'analogie du modèle de la famille, avec un pater familias, un mariage qui est le modèle de l'État au XIXe siècle, en quelque sorte, finalement, ceux qui refusent de rentrer dans ce modèle sont de mauvais citoyens, qui donc ne doivent pas disposer d'une protection par la loi, et surtout, les enfants qui naissent de ces situations de concubinage sont des enfants naturels qui ne bénéficient pas des mêmes droits et de la même protection que les enfants légitimes issus du mariage. Et je ne vous parle même pas des enfants adultérins, parce que là, c'est encore plus discriminatoire. Vous savez que depuis 1999, il existe une définition du concubinage dans le Code civil, y compris pour les personnes de même sexe. Et aujourd'hui, le concubinage reste un statut juridique moins sécure que le pacte ou le mariage, principalement parce que c'est une situation de fait, donc la preuve est nécessairement plus difficile. Mais le concubinage bénéficie tout de même d'une reconnaissance légale et certains droits lui sont attachés. Par exemple, la possibilité, en cas de violence, en cas de violence conjugale, de bénéficier d'une ordonnance de protection. Alors, on a été encore au-delà, puisqu'en 1999, une nouvelle institution a pris place à côté du mariage, c'est le PACS, Pacte de solidarité civile, instauré donc en 1999, réformé en 2006. À la différence du concubinage, il est bien pensé comme un lien de famille institué. Il est exclusif de tout autre lien matrimonial, il oblige à une communauté de vie, il a des effets impératifs, comme on a le mariage, par exemple l'obligation d'assistance entre époux, et puis il a d'autres effets qui peuvent être choisis, définis par contrat. Il a été pensé d'emblée, vous le savez, comme pouvant unir 2 personnes de même sexe. Ainsi, le Code civil en est venu peu à peu à protéger un minimum les concubins, à instituer un autre modèle que le mariage, et il ne reste pas grand-chose de la préférence pour le mariage exprimée par le législateur. Néanmoins, le concubinage reste un statut moins protecteur que le pacte, qui est lui-même plus souple que le mariage, notamment au niveau des conditions de rupture.
Ce qu'on peut voir quand même, c'est qu'il reste une différence de taille en termes de filiation. On y reviendra. La filiation, c'est l'autre lien qui structure la famille dans notre droit, mais cette fois autour de l'enfant. Le droit de la filiation, donc, il a lui-même évolué. Je le disais, à l'origine, il y avait une nette préférence pour les enfants légitimes, nettement favorisés par rapport à tous ceux qui sont nés hors mariage, les enfants naturels, les enfants adultérins. Et finalement, jusqu'en 1972, l'enfant né d'un adultère ne pouvait voir sa filiation établie qu'avec un de ses deux parents. 1972, c'est quand même extrêmement tardif. Ce qui concrètement, ça privait cet enfant de certains droits, notamment de droits successoraux, et puis de façon assez hypocrite, par contre, il pouvait lui adverser une pension alimentaire. Il a fallu attendre 1972, puis 2002, pour que soient abrogées ces discriminations entre enfants légitimes, adultérins et naturels, et 2005 pour que le terme même disparaisse du code, et toute la connotation morale qui s'attachait à ces termes. Donc on est passé d'un droit qui faisait prévaloir un certain ordre moral et économique au détriment des enfants concernés, à un droit qui privilégie l'intérêt des enfants concernés sur des considérations matrimoniales et morales. Et du côté des parents, est-ce que tous les parents et tous les types d'unions peuvent désormais accéder aux différents modes d'établissement de la filiation ? Donc je l'ai dit, une différence demeure. Concernant la présomption de paternité, elle n'existe ni dans le concubinage, ni en cas de pax. Mais ça n'est qu'un mode de preuve de la filiation parmi d'autres. Il est possible, quand on est en concubinage ou en pax, d'établir la filiation par d'autres moyens. Et puis, il y a également la question de l'adoption, autre lien qu'on peut instituer cette fois entre personnes. L'adoption, c'est une institution qui existe depuis le droit romain. À l'origine, le but de l'adoption, c'était de préserver un nom et le culte des ancêtres quand on n'avait pas soi-même d'enfant. Donc c'était pour ça qu'on pouvait adopter quelqu'un, et c'était ça l'objectif. On est arrivé aujourd'hui à une conception de l'adoption qui est plutôt de donner des parents à un enfant qui n'en a pas, ou qui en a été privé. Donc une différence de conception de l'adoption au fil du temps, mais une institution qui a finalement toujours existé dans notre droit. Et là, par contre, une ouverture de l'adoption à des personnes différentes. Vous le savez, initialement, l'adoption était réservée aux personnes seules ou aux couples mariés hétérosexuels. La loi de 2013 sur le mariage pour tous a ouvert la possibilité aux couples homosexuels mariés d'adopter, c'est-à-dire ils ont acquis des droits équivalents à ceux des couples mariés hétérosexuels, et donc l'exercice en commun de l'autorité parentale dans les cas d'adoption simple, d'adoption plénière de mineurs. La loi du 21 février 2022 évolue encore, puisque l'adoption est rendue possible par un couple marié ou non, entre deux personnes du même sexe ou non. Donc une ouverture importante de l'adoption, avec toujours des conditions qui demeurent, des conditions d'âge, des conditions de communauté de vie quand on veut adopter ensemble, des conditions de consentement éclairé, et aussi des conditions d'accord de l'enfant de plus de 13 ans, de consentement de l'enfant de plus de 13 ans à cette adoption. Ce sont quelques-unes, il y a aussi des conditions d'écart d'âge en général, et ce sont quelques-unes des conditions à l'adoption. Concernant la procréation médicalement assistée, c'est une évolution qui s'est faite presque, alors certainement trop tardivement pour les personnes concernées, mais un peu plus en douceur et de façon finalement relativement consensuelle. On a une ouverture aux femmes mariées ou non, homosexuelles ou non en 2021, avec des questions là encore liées au consentement libre et éclairé. Un effet qui porte sur le lien de filiation et donc sous certaines conditions sur l'autorité parentale, mais un encadrement très strict et très technique sur lequel je ne vais pas revenir en détail, mais cela parce que en fait tout simplement cette technique de procréation médicalement assistée pose de nombreux problèmes éthiques. On est parti du coup des questions éthiques qui parfois
conduisent à des oppositions entre nos principes et ce qu'on considère aujourd'hui comme l'intérêt de l'enfant. Je parle notamment de l'accès aux origines personnelles. Depuis le 1er septembre 2022, alors qu'on partait d'une situation où le don de gamètes était totalement anonyme, depuis le 1er septembre 2022, il n'est plus possible de procéder à un don de gamètes sans consentir préalablement à la communication d'informations à l'enfant né du don. C'est-à-dire que les enfants nés d'une procréation médicalement assistée peuvent, à leur majorité, réclamer la connaissance du donneur qui est à l'origine de leur conception. Non pas les parents d'intention, mais le donneur avec lequel, pour le coup, il n'est pas possible d'établir un lien de filiation, mais au moins la connaissance de cette personne est devenue un droit pour les enfants concernés. Concernant la gestation pour autrui, on ne va pas pouvoir faire un débat très long un exposé trop long là-dessus, mais simplement pour signaler que ça change aussi le paysage de la famille. C'est un débat constant sur ce sujet, avec la pratique de certains couples de recourir à une mère porteuse. C'est ça qu'il y a derrière ce terme. Le principe posé par la France est en apparence simple. La pratique de la gestation pour le compte d'autrui est interdite. Tout contrat qui porterait sur une gestation pour le compte d'autrui est nul. Et puis, il y a des sanctions en droit pénal qui s'attachent à ce type de comportement. Le problème se situe lorsque les parents d'intention ont recours à l'étranger à une femme pour porter l'enfant conçu avec les gamètes de l'un d'eux, puis ramènent l'enfant en France et cherchent à faire reconnaître leur filiation avec lui, notamment sur la base d'une déclaration de naissance à l'étranger. Et là, le dilemme apparaît immédiatement. Faut-il privilégier l'intérêt de l'enfant à avoir ces deux filiations de parents d'intention reconnues ou faut-il privilégier l'interdiction du recours à ce procédé, interdit en France, le défendre cette interdiction au motif que ça représente une forme d'exploitation. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'en ne reconnaissant pas ce lien de filiation, ce serait décourager de potentiels parents d'intention. La plupart des auteurs se fondent sur l'intérêt de l'enfant, en disant qu'on ne va pas punir les enfants de la faute de leurs parents. La jurisprudence a longtemps été flottante, elle est flottante sur ce sujet, mais la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, vous voyez que tout ça, ce sont des lois très récentes, complète le Code civil et indique que la reconnaissance de la filiation à l'étranger est appréciée au regard de la loi française. Ça veut dire concrètement que la transcription d'un acte d'état civil étranger d'un enfant né de GPA est limitée au seul parent biologique, celui qui a donné ses gamètes la plupart du temps pour cette gestation pour autrui à l'étranger. Et le parent d'intention, lui, il doit passer par une procédure d'adoption de l'enfant de son conjoint. C'est une solution dont on perçoit les contradictions et dont certains auteurs de doctrine juridique conteste le bien fondé et indique que finalement c'est renoncer à l'interdiction de base de la GPA. Mais d'un autre côté, c'est une solution qui stabilise la situation des enfants ainsi conçus. Et la situation, bien évidemment, de leurs parents et leur facilite l'exercice de la parentalité. Donc, on peut reconnaître un mouvement qui tend à une relative neutralité de la loi face aux différents types de familles, à quelques exceptions près, comme je l'indiquais, qui sont liées à la défense de valeurs éthiques, indisponibilité du corps humain, interdiction de la GPA, à quelques exceptions près aussi qui concernent la présomption de paternité dont je parlais et qui est réservée au mariage, mais qui est liée là à quelque chose à la fois de traditionnel et puis au fait que c'est un lien familial institué. On peut reconnaître aussi que ce mouvement tend à accroître les possibilités de s'inventer une famille qui ne repose pas forcément sur le lien biologique. C'est une réalité incontestable. La condition qui semble quand même prévaloir dans toutes ces grandes orientations, dans tous ces mouvements, c'est que l'enfant puisse accéder par la suite à une certaine vérité biologique. On a le droit de lui inventer une famille, mais il faut qu'il puisse accéder à une vérité biologique en termes de connaissances. C'est l'exemple que je donnais tout à l'heure sur la fin du secret pour le donneur dans la PMA. Et l'autre condition, c'est que son intérêt prime sur toute autre considération. On peut relever aussi une certaine
invisibilité, un certain aveuglement du droit par rapport à d'autres situations de recomposition familiale. C'est ce que l'on dit parfois. Je parle des familles monoparentales. Et quand on parle de famille monoparentale, il ne faut peut-être pas toujours euphémiser, on peut parler de mères isolées. Et la situation également des beaux-parents. On verra dans quelle mesure ces situations peuvent être prises en charge par le droit. Une fois décrites ces évolutions des liens qui structurent la famille, il reste à s'interroger sur l'évolution du droit quant aux relations parents-enfants, les évolutions des rapports juridiques entre les parents et les enfants et les évolutions liées à l'autorité parentale. Alors, on peut pour ça mobiliser deux concepts juridiques, l'autorité parentale, je l'ai dit, mais également la notion de droit de l'enfant. Et ce qui semble intéressant, c'est de mobiliser ces deux notions de façon complémentaire et pas forcément de façon opposée comme on l'entend parfois. Je m'en expliquerai. Alors, on connaît la situation dont on part. À l'origine, le Code civil parlait de puissance paternelle qui découlait purement et simplement de l'établissement d'un lien de filiation dans des conditions restrictives, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, et qui traduisait finalement la prépondérance d'un parent sur l'autre. Ça, c'est la première chose que signale le terme de puissance paternelle, mais ça signale aussi le peu de limites au pouvoir paternel. Le corollaire à la puissance paternelle, c'est que jusqu'en 1935, le droit de correction paternelle existait. Alors, le droit de correction paternelle, ce n'était pas le droit de frapper son enfant, mais de le faire détenir en demandant le concours de l'État pendant un certain temps, au motif que le parent avait des motifs de mécontentement très graves sur la conduite de l'enfant. Ce n'est pas moi qui résume, c'est le texte « mécontentement très grave sur la conduite de l'enfant ». On voit ici bien comment l'État venait à la rescousse, finalement, de la puissance paternelle et de l'autorité des pères de la manière la plus basique, en enfermant l'enfant sur demande du père. Pourquoi ? Comme je l'ai dit, parce que l'enfant est d'abord vu comme un futur sujet et la famille comme le lieu où on apprend à ce futur sujet l'obéissance. Donc c'est ce qui génère une certaine forme d'alliance entre le pouvoir politique et le père pour exercice et se garantir mutuellement la puissance sur un individu. On voit les différences avec la manière de penser aujourd'hui l'assistance éducative et de manière générale l'intervention et le soutien à la parentalité. Bien sûr, au niveau des motifs affichés, l'assistance éducative étant motivée par le danger pour l'enfant et non par le mécontentement du père. Et puis bien sûr les moyens, c'est une autre des différences, et notamment le fait qu'on n'éduque plus pour éduquer, on n'envisage plus l'éducation de cette façon-là. C'est quelque chose qui est souvent discuté, remis en question en ce qui concerne la prostitution des mineurs, face auquel de nombreux parents, même des parents non défaillants, se sentent démunis. Et on entend parfois, enfin moi je l'ai vécu en tant que juge des enfants, face aux familles, et puis on entend parfois aussi dans des débats de chercheurs et dans des réflexions de professionnels, on entend parfois, mais finalement, l'autorité parentale doit protéger l'enfant, les parents qui ont l'autorité parentale doivent protéger l'enfant, alors donnez-nous les moyens de les protéger contre ce danger qu'est la prostitution, contre leur propre mise en danger, qui au passage sont surtout le fait de personnes qui abusent de leur vulnérabilité, c'est ce qu'on peut oublier, et nous donner les moyens, ça voudrait dire en l'espèce, les enfermer. Sauf que la prostitution n'est pas un délit quand on est un enfant, c'est un délit quand on recourt à la prostitution d'un enfant. Et effectivement, ça n'est pas notre conception française. D'autres pays ont fait des choix différents, les choix d'aller jusqu'à pouvoir protéger les enfants en les enfermant pour des raisons éducatives et de protection. Ce sont quand même des exceptions quand ça arrive, mais ça existe à l'étranger. Nous n'avons pas fait ce choix en France. Peut-être des mauvais souvenirs du droit antérieur à 1935 dont je parlais tout à l'heure avec le droit de correction paternelle. Ça n'est pas sans poser problème au niveau de l'effectivité. Comment protéger un enfant quand la puissance de l'État n'est plus à nos côtés pour garantir le respect de notre autorité. J'en parlerai de nouveau tout à l'heure. Alors, il y a 54 ans, ce terme de puissance paternelle, comme vous le savez, a été remplacé par celui d'autorité parentale. Alors, on peut se demander quelle est la portée de ce changement et puis aussi si on a intégralement mesuré
ce qu'est la portée de ce changement. On voit que c'est quelque chose qui s'est fait très progressivement. La première chose, c'est sur le partage de l'autorité qui résulte de ce terme d'autorité parentale. On n'est plus sur le fait que l'autorité est exercée uniquement par le père. On est sur un principe de coparentalité. Effectivement, la filiation, la double filiation, sous certaines conditions, fait entrer les relations parents-enfants dans le cadre merveilleux et de la coparentalité, avec des parents qui sont à égalité pour décider pour leur enfant. Au début, cette égalité ne perdurait pas au-delà de la rupture du mariage. Aujourd'hui, depuis 1987, même si les parents se séparent, on est toujours dans le cadre de la coparentalité. On voit ce que ça veut dire. Les décisions les plus graves concernant l'enfant doivent être prises par les deux parents. Les liens doivent être préservés entre l'enfant et ses deux parents, quelle que soit la situation, etc., etc. On constate quand même les limites du droit à faire respecter l'effectivité de cette coparentalité. Pour respecter ce principe, par exemple, si l'un des deux parents, l'un des deux coparents, n'investit pas sa parentalité, quelle sanction ? Pas forcément de sanction. Si l'un des deux parents, si ce parent, par exemple, paye la pension alimentaire mais n'investit pas les autres attributs de l'autorité parentale, il n'est pas condamnable. Ce n'est pas sur le plan pénal que la question va pouvoir se résoudre. Du reste, c'est sans doute heureux parce qu'on peut se demander à quoi ressemblerait un exercice de la parentalité forcé par le risque de sanctions pénales. Mais c'est aussi ce qui explique qu'on a quand même beaucoup, aujourd'hui, de mères qui élèvent les enfants seuls et de manière isolée. Ce qu'il peut y avoir comme réponse du droit, ce sont des possibilités de retrait d'autorité parentale, d'exercice exclusif de l'autorité parentale, etc. Plutôt donc de réduire le champ de l'autorité parentale dans ces cas-là. Bien sûr, l'assistance éducative n'est pas forcément le bon cadre pour remédier à ces situations, puisque il faudrait qu'elle soit à l'origine d'un danger. Ces situations de démission, on va dire ça comme ça, ou situations dans lesquelles un parent n'exerce pas les droits et les devoirs relatifs à l'autorité parentale, encore faudrait-il qu'un danger soit constaté de ce fait pour l'enfant. Sinon, il n'y a pas de motif d'intervenir au titre pour l'État et donc au titre de l'assistance éducative. Toujours dans cette idée de difficulté à rendre effective la coparentalité dans certains cas, on peut questionner parfois certaines décisions d'AEMO, notamment, ou d'assistance éducative en général, au seul motif qu'un des deux parents ne respecte pas l'autorité parentale de l'autre. Donc c'est le cas inverse, où le deuxième parent voudrait bien se mobiliser, mais où le parent, qui a la résidence la plupart du temps, ne respecte pas les liens et l'autorité parentale de l'autre parent. Il faut se souvenir quand même que le juge des enfants n'est pas chargé de faire respecter l'orthodoxie des familles, ni une répartition égalitaire entre les parents, ni une certaine justice dans les rapports entre les parents. Le juge des enfants, son intervention, il est fondé sur l'existence d'un danger pour l'enfant. Par conséquent, il faudra une double condition. Il faudra non seulement qu'il y ait un danger pour motiver l'exercice d'une mesure d'assistance éducative si un des deux parents ne respecte pas l'autorité parentale de l'autre. Et on peut se questionner au regard de certaines décisions où le danger n'est pas objectivement constaté. On se dit c'est très injuste pour le parent, on se dit l'enfant regrettera certainement plus tard et aura peut-être des difficultés plus tard dans son éducation. Le parent qui se retrouve tout seul de ce fait risque d'être confronté plus tard à un retour de bâton assez compliqué. Mais en soi, ce n'est pas forcément l'existence d'un danger imminent qui peut être constaté. Parfois, par contre, c'est un élément à prendre en compte dans un faisceau d'indices et dans une difficulté du parent qui reste seul à exercer correctement sa parentalité ou à l'exercer dans l'intérêt de son enfant. Mais c'est une autre question. Ce n'est pas uniquement le fait qu'un parent refuse l'accès à l'autorité parentale à l'autre qui motive la décision du juge des enfants. En tout cas, ça ne le peut pas en droit. Et puis enfin, parmi les difficultés liées à la coparentalité, à l'exercice en commun de l'autorité parentale, il y a maintenant une attention un peu
meilleure, on va dire, qui est portée à ces situations où finalement l'autorité parentale conjointe est détournée de sa finalité, détournée de sa fonction première par un parent avec l'idée d'exercer un contrôle finalement sur l'autre parent qui a la résidence de l'enfant. La notion de contrôle coercitif aide effectivement à comprendre ça, à comprendre ce mésusage finalement de l'autorité parentale conjointe. Et j'ai en mémoire, notamment en tant que juge des enfants, une situation où un père mécontent finalement de ses droits de visite et du simple fait que sa femme ait choisi de vivre séparée de lui et qu'elle ait obtenu la garde de l'enfant, la résidence de l'enfant, qui finalement me saisissait en assistance éducative tous les 6 mois en disant que puisqu'ils avaient un enfant ensemble, il était fondé à me saisir très régulièrement, même si tous ses droits étaient respectés par ailleurs. Il voulait qu'elle rende des comptes, il voulait avoir un droit de regard, un droit de contrôle. Ce faisant, il était juridiquement dans les clous, théoriquement dans les clous, il pouvait effectivement me saisir tous les 6 mois s'il le souhaitait. Seulement moi, je devais constater qu'il y avait un danger ou pas, donc je vais organiser une audience. Et c'était finalement pour lui un moyen de rétorsion, et il a fini par le dire comme ça. Si bien qu'au bout de la 3e fois, non seulement il n'a pas eu pour la 3e fois une mesure d'assistance éducative, puisque son objectif était complètement détourné des textes, son objectif était uniquement d'avoir un droit de regard sur ce qui se passait chez la mère, et il le disait, il ne fallait pas beaucoup le pousser dans ses retranchements pour qu'il le dise comme ça, pour l'embêter, je reste polie. Finalement, il détournait complètement la procédure d'assistance éducative et ses droits au titre de l'autorité parentale de leur finalité. Et par conséquent, il n'obtenait jamais évidemment de mesures d'assistance éducative, et il a fini surtout par obtenir une amende civile pour avoir abusé de ses droits, de son droit en l'espèce. Mais c'était quelque chose qui provoquait une grande incompréhension chez lui, mais qui était certainement à la hauteur de son sentiment de toute puissance. Et heureusement, ça m'est arrivé qu'une seule fois, mais là, c'était évident. Combien de fois avons-nous des demandes qui relèvent peut-être d'autre chose que de l'intérêt de l'enfant au titre de l'assistance éducative ou au titre, de manière générale, de l'exercice de nos missions ? Donc c'est quelque chose qu'il faut garder en tête quand on parle de la notion de coparentalité, mais indiscutablement, cette notion de coparentalité est un progrès pour l'enfant. Le deuxième changement inhérent à ce passage de la puissance paternelle à l'autorité parentale, c'est qu'on passe d'un pouvoir souverain à une notion qui n'est pas synonyme, qui est la notion d'autorité. En latin, le verbe augeo provient de l'auctoritas, qui signifie faire naître, augmenter, produire à l'existence. Et donc, contrairement au pouvoir, l'autorité ne s'impose pas par la force. Pour autant, elle suppose une obéissance fondée sur un rapport qui est inégal. Ce qu'on voit aussi dans la notion d'autorité, c'est que cette autorité est reconnue comme légitime en raison de la finalité poursuivie. Il s'agit d'augmenter, de faire grandir la personne sur laquelle l'autorité s'exerce. En un mot, exercer l'autorité suppose une certaine asymétrie dans les relations, ce qui demeure, mais pas une aliénation. Et c'est à partir de là qu'on peut commencer à penser l'enfant comme sujet de droit et non objet de droit. Même si la notion de responsabilité n'était pas complètement absente dans l'ancienne puissance paternelle, avec le terme d'autorité plutôt que de puissance, finalement, le droit choisit de mettre l'accent sur la mission dévolue au titulaire de l'autorité parentale. La justification des droits donnés aux parents, c'est de veiller sur l'enfant, d'assurer son éducation. Autrement dit, on n'est plus du tout sur quelque chose qui est de l'ordre du droit de propriété dont on parlait tout à l'heure avec Grotius. On est sur quelque chose qui est de l'ordre du droit-fonction. À chaque droit correspond en général un devoir et le tout est conçu en fonction d'une finalité. Une fois ceci dit, force est de constater que l'article 371-1 du Code civil qui définit l'autorité parentale s'est quand même beaucoup étoffé depuis 1970, depuis l'origine de l'autorité parentale. D'abord, il s'est étoffé en ce qui concerne la finalité poursuivie. En 1970, le texte nous dit simplement « L'autorité appartient au père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité ». Bon, quelque chose qui nous est très familier là. Et puis en 2002, il est rajouté que c'est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Et puis on rajoute
comme mission des parents, assurer l'éducation de l'enfant, permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Alors on va s'arrêter un petit peu sur la notion d'intérêt de l'enfant, qui est une notion floue et énigmatique, et à propos de laquelle le doyen Carbonnier, toujours lui, parle de concept magique. Qu'est-ce que ça veut dire mettre l'autorité parentale au service de l'intérêt de l'enfant quand la notion même d'intérêt de l'enfant n'est pas clairement définie en droit. Donc c'est un concept qui existe quand même dans le droit français depuis 1924 sans être défini. Et qui a fait l'objet par contre d'une reconnaissance particulière en droit international. Et c'est dans le droit international qu'on peut peut-être aller chercher un éclairage sur ce que c'est que l'intérêt de l'enfant, puisque la Convention internationale des droits de l'enfant, ratifiée par la France à l'article 3, nomme bien que l'intérêt de l'enfant et la prise en compte de ses besoins fondamentaux physiques, intellectuels, sociaux et affectifs, ainsi que le respect de ses droits, doivent guider toutes les décisions le concernant. Bon, une fois qu'on a dit ça, encore faut-il définir l'intérêt de l'enfant. Il a fallu attendre une observation du Comité des droits de l'enfant qui date de 2013 et qui considère qu'évaluer l'intérêt supérieur de l'enfant consiste à trouver l'équilibre entre tous les éléments nécessaires à la prise de décision dans une situation spécifique pour un enfant. Et ces éléments sont énumérés, donc les opinions de l'enfant, son identité, la préservation de son environnement familial, le maintien de ses relations, les soins, la protection, la sécurité de l'enfant, sa situation de vulnérabilité, son droit à la santé et à l'éducation. L'avis du Comité des droits de l'enfant dit que tous ces éléments sont des éléments fondamentaux de l'évaluation et de la détermination de ce qu'est l'intérêt supérieur de l'enfant, mais qu'il est possible que ces éléments ne soient pas pertinents dans tous les cas, qu'il y ait des variations d'un enfant à un autre et d'un contexte à un autre. Alors ce mode d'emploi apparaît sans doute pertinent et à peu près clair quand il s'agit pour un professionnel de prendre une décision dans l'intérêt de l'enfant, par exemple un juge aux affaires familiales sur une question de résidence, mais est-ce vraiment efficient pour un parent, dont il est ici question, puisqu'on est dans le registre de l'autorité parentale et de ce qu'on demande aux parents? Plus simplement, est-ce qu'on ne peut pas comprendre ici, dans le texte que je viens de citer, dans le texte finalement du Code civil sur l'autorité parentale, je rappelle, le texte, c'est que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que ce rappel tend surtout à dire qu'il serait abusif pour les parents d'user des droits que leur confère l'autorité parentale dans leur intérêt exclusif, et notamment si celui-ci est en contradiction avec l'intérêt de l'enfant? Parce que je vois mal des parents aller se référer à l'ensemble des éléments et à la définition indiquée tout à l'heure. En tout cas, ce qui est intéressant de noter, c'est que avec cette notion d'intérêt de l'enfant, c'est que, de nouveau, l'autorité étatique, et en l'espèce notamment judiciaire, et l'autorité parentale sont de nouveau dans le même bateau, avec cette notion d'intérêt de l'enfant. Finalement, les décisions que les parents et que l'autorité judiciaire, mais aussi l'État dans ses législations, etc., doivent prendre en compte, l'intérêt de l'enfant doit être toujours pris en compte. Donc finalement, l'État et les parents sont aussi tous les deux dans le même bateau par rapport à ça. Pour continuer sur la définition finalement des finalités à prendre en compte pour l'autorité parentale, on a une modification récente. La loi du 19 février 2024 a encore ajouté au texte que j'ai cité tout à l'heure, indiqué que parmi les finalités de l'exercice de l'autorité parentale, il y a le fait de protéger la vie privée de l'enfant. Alors quelques mots sur cette loi qui est très récente. Il s'agit donc d'un nouveau devoir expressément prévu à la charge des parents, protéger la vie privée de l'enfant. Il est indiqué que les parents la protègent en commun et protègent notamment le droit à l'image de leur enfant. C'était bien là que le législateur voulait aller, c'est faire une protection du droit à l'image et vers effectivement la question de la présence des enfants sur les réseaux sociaux et de la façon dont on peut les protéger. Mais on peut se demander si dans la définition ancienne, les objectifs qu'on a déjà cités, est-ce qu'il n'y avait pas déjà cette mission pour les parents? Est-ce que c'était nécessaire de le dire aussi expressément et d'insister là-dessus? Est-ce que l'objectif de la loi, c'est un rappel à l'ordre des parents? Ou est-ce que c'est surtout de rappeler que les questions relatives à l'image de l'enfant, à la protection de la vie privée de l'enfant, doivent être des décisions qui sont prises en commun par les deux parents? La première hypothèse est quand même
est quand même assez tentante, même si je pense qu'il y a un intérêt, il y a une question pratique aussi qu'il fallait trancher. Est-ce que ça relève d'une codécision des parents ou est-ce que ça peut être un acte usuel qui relève de la décision d'un seul parent? Quand on lit la suite du texte, il est indiqué que finalement, le fait de ne pas respecter la vie privée de son enfant, lorsque la diffusion de l'image de l'enfant par ses parents porte gravement atteinte à la dignité ou à l'intégrité morale de l'enfant, il est indiqué que dans ce cas-là, c'est un motif de délégation forcée d'autorité parentale, comme peut l'être notamment le désintérêt manifeste d'un parent ou comme peut l'être le fait d'avoir commis un crime sur l'autre parent. Chacun pourra juger de la proportionnalité de la chose, mais effectivement, il semble que ce soit très important aujourd'hui que les parents veillent sur ce point-là. Alors, est-ce qu'il s'agit de les outiller ou est-ce qu'il s'agit de les réprimer? Je vous laisse juger d'après le ton du texte. On se rend compte en tout cas que les finalités recherchées sont de plus en plus ambitieuses, mais aussi que la loi donne des indications sur la façon dont les parents doivent exercer l'autorité parentale. En 1970, il était simplement indiqué, ils ont à l'égard de l'enfant droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation. Ça veut dire que concrètement, les parents peuvent et doivent ménager et contrôler les allées et venues de l'enfant, ses relations avec les tiers, etc. Et ça veut dire aussi que les parents ont le droit de fixer là où demeure leur enfant et aussi de faire respecter là où demeure leur enfant, c'est-à-dire à leur domicile, la plupart du temps. Il y a deux types d'atteintes aux droits des parents à avoir leur enfant à domicile, donc on peut identifier. Au moins deux types. Il y a la question de la fugue. C'est au regard de ce droit des parents à faire respecter la résidence de l'enfant chez eux que les parents sont en droit d'aller chercher le concours de la force publique et d'aller déposer plainte, en droit et en devoir, d'aller déposer plainte ou en tout cas de signaler la fugue de leur enfant pour essayer d'obtenir qu'il soit ramené à leur domicile. Je pense que chacun, avec votre expérience, vous pourrez juger des moyens qui sont mis à l'œuvre pour garantir effectivement ce droit. C'est effectivement, la plupart du temps, extrêmement difficile d'obtenir la mobilisation de la puissance publique quand un enfant est en fugue. Souvent, ça se borne à une inscription au fichier des personnes recherchées et il faut qu'il y ait en plus des circonstances de suspicion d'un grave danger pour qu'il y ait une mobilisation plus importante de la puissance publique pour faire respecter ce droit et ce devoir des parents à avoir leur enfant auprès d'eux dans leur domicile. Bien sûr, la deuxième atteinte, c'est l'intervention judiciaire et l'immixtion de l'État par ce biais en cas de danger pour l'enfant, et ça doit être strictement interprété. Les dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant vont dans ce sens. Le principe, c'est que le droit et l'État doivent respecter la place de l'enfant dans ses familles. C'est l'article 16 sur le droit de l'enfant lui-même à ne pas avoir d'immixtion injustifiée dans sa vie privée et sa vie familiale. On voit là à quel point, finalement, les dispositions sur l'autorité parentale et la Convention internationale des droits de l'enfant s'articulent ensemble. Et il faut combiner ça avec l'article 19, qui est le droit à la protection de l'enfant contre toutes les formes de maltraitance. Il faut savoir que cet article 16 sur le droit à ne pas avoir d'immixtion injustifiée dans sa vie privée de sa famille, autrement dit ne pas être séparé de ses parents pour un motif injustifié, est quelque chose qui doit rester proportionné et qu'il y a un contrôle étroit qui est exercé normalement par le juge judiciaire, ça fait partie du métier, mais jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, qui regarde si effectivement il était indispensable de séparer l'enfant de sa famille dans le cas de placement notamment judiciaire. Et puis, depuis 2002, le texte indique que les parents associent l'enfant aux décisions qu'il concerne selon son âge et son degré de maturité. Alors, c'est une idée très simple à comprendre sur le plan éducatif, évidemment. L'idée, c'est de lui apprendre peu à peu à se protéger et à prendre soin lui-même de lui. On voit que là, un des objectifs de la parentalité, quelque chose de très concret, est traduit dans le droit. Ça ne signifie pas lui permettre de décider, mais il s'agit de recueillir son avis, d'entamer la discussion, de le convaincre ou de se laisser convaincre par lui aussi parfois. Et toujours pareil, ce ne sont pas seulement les parents qui sont obligés par ce type de texte, mais l'ensemble des professionnels qui interviennent auprès de l'enfant. Je veux dire les médecins qui doivent intervenir sur un enfant, doivent chercher son consentement à l'acte en fonction de son âge et de son degré de discernement. Et bien sûr, de la même façon, au niveau judiciaire, l'enfant doit être entendu à partir du moment où il est doté du discernement nécessaire dans toutes les procédures le concernant.
Est-ce qu'il vous est possible de terminer dans les 3-4 minutes pour laisser un peu de temps aux questions? Je vais essayer de terminer rapidement. Merci. Excusez-moi. Encore faut-il, finalement, que l'autonomie de sa décision soit donnée aux mineurs dans une visée éducative et plus soucieuse de son intérêt que de celui des adultes qui peuvent être embarrassés par une décision qui leur revient. Je prends comme exemple une loi de 2021 qui, finalement, a indiqué que les enfants à partir de 16 ans pouvaient décider eux-mêmes d'être vaccinés. 2021, c'est le contexte que l'on connaît, le contexte de l'épidémie, le contexte de l'accès à un vaccin, et puis une sorte de panique des autorités. Mais comment va-t-on faire pour obtenir le consentement des parents à tous les actes nécessaires à la vaccination? Et là, on voit que finalement, un des biais qui a été trouvé, c'était de donner une autonomie aux enfants, pour décider eux-mêmes de leur vaccination à partir de 16 ans. Donc c'est quelque chose qui pose question, puisque là, l'autonomie leur a été donnée pour arranger les adultes, arranger les pouvoirs publics, et pas forcément dans l'intérêt des enfants. Depuis 2019, vous l'attendiez sans doute, l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique, indique le texte. On peut mettre ça à côté du droit d'exercer un pouvoir d'injonction, qui est à distinguer d'un droit de correction physique. Le droit de correction physique, il n'a jamais été défini en droit, il relevait plutôt de la coutume. Évidemment, c'est une question de tolérance sociale, où commence finalement le droit d'injonction et où commence la maltraitance. En tout cas, la loi reconnaît aux parents la nécessité, la possibilité de faire respecter leurs droits et de faire respecter leurs décisions à l'enfant, avec la seule limite finalement de la maltraitance. Ainsi, à travers ces exemples, on voit que penser les droits des uns contre les droits des autres, l'autorité parentale contre les droits de l'enfant, si on regarde bien, finalement, l'examen des textes juridiques conduit plutôt à considérer ces notions comme complémentaires et s'éclairant les unes les autres. Et je vais conclure, mais je voulais simplement indiquer que si l'autorité parentale est un droit conditionné à une finalité, il y a des cas où finalement le caractère systématique du lien entre filiation et autorité parentale est remis en question. Ces cas sont de plus en plus nombreux. Mais je vais simplement donner 2 exemples. Il y a des cas où des personnes qui n'ont pas l'autorité parentale au départ et qui n'ont pas de lien de filiation se qualifient par leur attention à l'enfant, la constance de leur présence auprès de lui pour exercer l'autorité parentale. Je veux parler notamment du beau-parent qui a une présence constante auprès de l'enfant, qui noue un lien avec lui, qui a une réelle expérience avec lui. Et là, on rejoint la question de ces nouvelles structures familiales, puisqu'il y a un mouvement en faveur de la reconnaissance de la place du beau-parent, à la fois pour au quotidien pouvoir prendre des décisions concernant l'enfant, mais aussi pour qu'en cas de rupture avec le parent biologique, le lien soit reconnu et la relation maintenue. Alors, je le disais, il n'y a pas vraiment de consécration légale d'un statut de beau-parent, mais il y a quand même des outils juridiques qui peuvent être mobilisés à son profit. Par exemple, il y a la possibilité d'adopter l'enfant de son conjoint sous certaines conditions. Et puis, il y a d'autres possibilités avec des effets moindres, comme la délégation d'autorité parentale sous certaines conditions, et notamment l'intérêt de l'enfant. Donc ça, c'est pour les cas où, finalement, une personne proche de l'enfant se qualifie pour exercer l'autorité parentale et en tout cas avoir un lien avec l'enfant qui soit reconnu juridiquement. En cas de rupture dans le couple beau-parent-enfant, il y a aussi la possibilité de s'appuyer sur l'article 371-4 du Code civil qui donne à l'enfant la possibilité, si son intérêt le commande, qu'on définisse des droits avec une personne qui a entretenu avec lui des liens stables. Et puis, à côté de ces cas où c'est une personne sans lien de filiation à l'origine avec l'enfant qui se qualifie pour exercer l'autorité parentale ou au moins pour voir sa place reconnue auprès de l'enfant, il y a des cas extrêmes où, aux yeux de la loi, un parent se disqualifie pour exercer l'autorité parentale, conformément aux finalités précitées. Et je veux ici évoquer des dispositions très récentes qui ont été prises en faveur d'une suspension ou d'un retrait de l'autorité parentale. Vous le savez, les lois de 2019 et de 2020 qui visaient à agir contre les violences au sein de la famille et à protéger les victimes de violences conjugales ont introduit la suspension automatique de l'autorité parentale du parent poursuivi ou condamné pour crimes commis sur l'autre parent. Et puis une possibilité également qui existe de retrait de l'autorité parentale ou de son exercice
à l'égard du parent condamné pour un délit commis sur son enfant ou sur l'autre parent. La loi du 18 mars 2024, donc vous voyez, c'est extrêmement récent, va beaucoup plus loin avec, je résume rapidement, une suspension automatique de l'exercice de l'autorité parentale, mais aussi des droits de visite et d'hébergement du parent qui est poursuivi ou mis en examen pour agression sexuelle ou viol incestueux ou pour tout autre crime commis sur son enfant. Et puis, il y a d'autres cas de disqualification du parent au départ titulaire de l'autorité parentale, avec le cas de condamnation d'un parent pour agression sexuelle ou viol incestueux ou autre crime sur son enfant ou pour crime commis sur l'autre parent. Le principe devient dans ces cas-là le retrait de l'autorité parentale. Et si le juge veut maintenir l'autorité parentale, eh bien, il devra le motiver spécialement. À côté de ces deux exemples, on pourrait en développer d'autres, puisque le droit, finalement, développe peu à peu des moyens de fixer des limites et de tirer les conséquences au fait que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs qui a une finalité. Et que si ces finalités ne sont pas respectées, eh bien, il y a une possibilité d'intervention de l'État pour remettre en question le caractère quasi systématique, finalement, du lien entre filiation et exercice de l'autorité parentale. Et du coup, ça conduit par là même à être au plus près, finalement, à ce que l'autorité parentale réelle soit au plus près de la pratique de la parentalité, surtout si on reconnaît, comme je le disais, le droit des personnes qui exercent en réalité cette place auprès de l'enfant comme le beau-parent. Donc on voit bien, même si la notion de parentalité en tant que telle est absente, on voit bien que le droit propose des concepts qui sont autant d'outils finalement pour penser la parentalité et pour l'accompagner. Encore faut-il prendre l'autorité parentale pour ce qu'elle est, ne pas l'extrapoler, la dégager le plus possible de certains enjeux qui sont étrangers à la personne de l'enfant, notamment de motifs politiques ou idéologiques, et dans nos pratiques respectives, respecter l'autorité parentale, rien que l'autorité parentale, mais toute l'autorité parentale. Donc je conclurai en disant qu'à mon sens, il y a une place pour une lecture de droit de la famille qui respecte la place de sujet de droit des enfants, sans pour autant méconnaître la complexité de la mission qui est celle des parents. Ça suppose simplement de se saisir des outils juridiques, de l'ensemble des outils juridiques, avec cette lecture complémentaire et non oppositionnelle. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors nous disposons de, allez, on va dire 5 bonnes minutes pour 2 questions, de préférence concises. Pavot d'abord. Allez, Pavot. Et on pose la question après. Allez, le temps que les questions se formulent, j'ai quelques dessins. Alors, il y en a que j'ai fait en vous écoutant, madame, mais puis il y en a d'autres que je suis allé chercher dans mes archives parce que, comme j'ai une juge des enfants sous la main, j'en profite. Qu'est-ce que j'ai? Oui, alors, souvent, quand on pense juge des enfants, ici, on pense placement quand même. Voilà. Merci de ne pas me balancer à la brigade anti-jeu de mots. Qu'est-ce que j'ai encore? Un autre dessin. J'imagine que vous avez déjà vécu des situations comme celle-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, un enfant, quand même. On ne l'a pas assez dit, un enfant, ça sert aussi à sauver son couple, quand même. Voilà. C'est un petit truc et astuce que vous pouvez filer aux familles que vous accompagnez, s'il y a des problèmes de couple, faire un enfant. Bon, alors oui, sinon, qu'est-ce que j'ai? Oui, les moyens de la justice. On ne peut pas accueillir une juge des enfants sans parler de la question des moyens, mais il y a des solutions. Pas mal. Voilà.
Et puis, quoi d'autre? Oui, alors, je ne sais pas comment vous introduire celui-là, mais bon, voilà, un peu de philosophie. Et puis un dernier qui est un peu bizarre, mais l'avantage d'être au milieu de la salle, et notamment être avec les gauchos du fond de la salle, c'est qu'on sent l'ambiance un peu. Allez, autour des questions. Une question ici. Une question. Ça marche pas? Bonjour, Béatrice de Remarque. Notre association gère un service d'administrateur ad hoc. Et je voudrais revenir sur vos derniers propos par rapport à la loi du 18 mars 2024 et sur la suspension de l'autorité parentale. Est-ce que vous pourriez un petit peu développer et savoir si effectivement, nous, en tant qu'administrateur ad hoc, on se doit saisir le JAF pour la demander une fois que le juge d'instruction est saisi de l'affaire? Oui, je crois que votre question porte sur l'articulation, puisque la suspension, dans certains cas automatique, de l'autorité parentale dure un certain temps, 6 mois, si ma mémoire est bonne, et ensuite, il faut effectivement qu'il y ait une décision du juge aux affaires familiales. Donc, vous exercez les droits des enfants en tant qu'administrateur ad hoc. Est-ce qu'un enfant a le droit de saisir le juge aux affaires familiales? La réponse est non. Un enfant ne peut pas saisir le juge aux affaires familiales, si bien que pour penser cette articulation, en fait, c'est le parquet qui est pensé comme la cheville ouvrière, finalement, qui doit permettre, s'il n'y a pas d'autres personnes, morales ou privées, qui saisissent le juge aux affaires familiales, c'est par le parquet qui doit faire l'articulation entre la procédure pénale en cours, dans notre hypothèse, et la procédure devant le juge des enfants éventuellement, et la procédure devant le juge aux affaires familiales. Je pense que... Une toute dernière question. Bonjour, je m'appelle Frédéric, je travaille à la sauvegarde 38 et on a de plus en plus d'enfants qui sont placés chez des tiers dignes de confiance et en fait il n'y a aucun... Parlez plus fort peut-être un peu. Il n'y a rien de... On ne trouve pas de choses juridiques, en fait, pour un peu réglementer voilà, entre l'autorité parentale des parents, ce que peuvent faire les tiers dignes de confiance, et du coup, ça complique les choses pour les enfants. Alors, il y a une publication de l'Observatoire national de la protection de l'enfance, j'en profite pour faire un peu d'autopromo. Il y a une publication de l'Observatoire qui s'appelle ONPE Synthèse sur la place sur effectivement ces situations où l'enfant est confié à un proche. Effectivement, ce proche n'exercera pas l'autorité parentale, sauf s'il demande une délégation d'autorité parentale. Donc là encore, ce sont des articulations à penser. Ça serait un peu fastidieux de répondre en détail, mais le tiers, comme l'aide sociale à l'enfance, peut exercer les actes usuels. Pour ce qui est des actes relevant de l'autorité parentale, il va devoir soit demander une délégation d'autorité parentale, soit avoir le consentement des parents, avec aussi la même possibilité de demander, vous le savez, dans certains cas très exceptionnels, des autorisations spécifiques. Mais vous voyez comme c'est pas commode dans le quotidien. Pour revoir, je vous le disais, cette articulation, il y a une publication de l'ONPE que vous pouvez trouver sur le site de l'Observatoire gratuitement, qui explique un peu comment ça peut s'articuler, avec la possibilité de demander une délégation d'autorité parentale pour ces tiers, ce qui facilite le quotidien de l'enfant et le quotidien du tiers et le renforce dans sa situation. En l'état du droit, c'est comme cela que ça fonctionne. Il n'est pas exclu que, comme la loi de 2022, vous le savez, incite à faire plus de placements chez les tiers, il n'est pas exclu que le droit évolue. Et d'ailleurs, certains évoquent
la nécessité de faire évoluer le droit encore plus loin que ce que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire que les personnes qui sont qualifiées et qui se qualifient auprès de l'enfant pour le prendre en charge, parfois certains disent que ça doit être, je pense notamment à Philippe Fabry, qui parle des assistants familiaux, ils disent qu'ils doivent pouvoir exercer de plus en plus de droits relevant de l'autorité parentale. Et de la même façon, pour les tiers, ça évoluera peut-être parce que ce dogme de filiation égale autorité parentale est un petit peu remis en question et qu'on voit d'abord la finalité, est-elle respectée ou pas, quelle est la meilleure façon de faire respecter cette finalité de protection de l'enfant. Et donc, on tend à délier un petit peu les deux notions, mais on est au balbutiement de quelque chose qui peut encore évoluer. J'espère avoir un peu répondu à la question. Je crois que oui. Merci encore.